Nous sommes le 10 novembre 2020. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Il y a déjà 3 ans, les dossiers sur les crimes commis dans la crise de 2015 ont été ouverts à la CPI. Un sac de nœuds pour les avocats des victimes, vu l'absence des enquêteurs sur terrain. Malgré tout, les avocats des victimes continueront de suivre leur dossier. Vous allez suivre dans ce journal le président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale. Les poursuites pénales à l'encontre de l'ancien député Banchiganino Fabien, c'est la délégitimation de l'institution parlementaire et du pouvoir démocratique. C'est l'analyse du collectif des avocats pour les victimes des crimes des droits internationaux commis au Burundi, CAVIB. Dans ce journal, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société qui nous parle aujourd'hui de l'impunité qui a toujours caractérisé les crimes commis contre les journalistes au Burundi. Voici pour le sommaire, à tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal à page droit de l'homme. Pour commencer, comme je venais de le dire, 3 ans viennent de s'écouler alors que la Cour pénale internationale a rendu publique l'ouverture des enquêtes contre les crimes commis au Burundi en 2015. La population se demande où en sont les enquêtes. Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CPI, annonce que ce travail n'est pas facile vu l'absence des enquêteurs sur terrain. Lambert Nigarura tranquillise tous les victimes de la crise de 2015, les assurant que leurs avocats vont continuer à suivre leur dossier. Suivez. Il y a exactement 3 ans, jour pour jour, c'était le 9 novembre 2017, quand l'annonce de l'autorisation de l'ouverture d'enquête sur la situation au Burundi a été rendue publique par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Logiquement, l'autorisation a été donnée le 25 septembre 2017, 3 jours seulement avant le retrait effectif du Burundi du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Mais cette annonce a été faite le 9 novembre. Après donc 3 ans d'enquête, les familles des victimes, les rescapés aussi peuvent se poser plusieurs questions par rapport à l'état d'avancement de ces enquêtes, comme quoi l'enquête a trop duré. Mais logiquement, nous pensons que l'équipe des enquêteurs a fait un travail énorme vis-à-vis du contexte dans lequel cette équipe travaille, et surtout le refus de l'État du Burundi de collaborer avec cette équipe d'enquêteurs. Donc ces enquêteurs n'ont pas accès sur le terrain et ne peuvent pas accéder facilement aux victimes. Donc cela aussi peut ralentir leur travail. Mais nous espérons que bien qu'il y ait 3 ans, bien que 3 ans viennent de passer, rien n'est encore perdu. Et les familles des victimes, les victimes ont le droit d'espérer. Les avocats ne lâcheront rien et le combat pour les réhabilitations doit continuer. Et quel que soit le temps, il faut comprendre que les crimes qui ont été commis et qui continuent d'ailleurs à se commettre sont des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire que tôt ou tard, qu'il neige ou qu'il pleuve, les criminels, ceux qui ont commis ces crimes, répondront de leurs actes et les victimes seront sans aucun doute réhabilitées demain ou après-demain. Nous profitons d'ailleurs pour lancer un appel au bureau du procureur à faire de son possible et avancer et franchir l'étape suivante qui est celle de lancer les mandats d'arrêt. C'était Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CPI. 9 personnes ont été tuées, dont une tuée par les agents de sécurité, 7 cadavres retrouvés et une autre portée disparue. Ces cas ont été répertoriés et publiés par la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK dans son bulletin hebdomadaire qui couvre la première semaine de ce mois de novembre. Emmanuel Nibidi, vice-président de la Ligue ITK, précise que ces crimes ont été commis par les forces de l'ordre et par la jeunesse du parti au pouvoir Imbonerakure. Suivez Emmanuel Nibidi. La semaine du 2 au 8 novembre 2020, la Ligue ITK a
répertorié des allégations de violation et des violations des droits civils et politiques comme suit. Au moins 9 personnes ont été tuées, dont une personne tuée par des agents étatiques et cadavres. Il y a aussi une personne enlevée, 5 victimes de violences basées sur le genre, une personne torturée et 3 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi ces victimes, il y a 5 femmes et des mineurs tués, ainsi qu'une femme arrêtée arbitrairement. Au niveau des auteurs, il y a les policiers, des membres de la milice Imbonerakure, des administratifs et des agents du service national de renseignement. La Ligue TK aussi répertorié des cas de violation des droits socio-économiques et culturels, des questions liées à la justice, à la gouvernance et aussi aux faits sécuritaires. La Ligue TK a conclu son rapport en demandant à ce que le gouvernement du Burundi punisse et fasse des enquêtes pour identifier ces auteurs des différentes violations qui sont enregistrées ici et là dans le pays. On ne voit pas qu'il y a quelque chose qui a changé, parce que les auteurs des violations, sauf quelques cas où par exemple, on a vu à Chibitoke des Imbonerakure qui ont tué et volé des biens de la population qui ont été condamnés. Et sinon, on voit qu'il y a d'autres faits dont les auteurs ne sont pas inquiétés. Toujours sur la page droits de l'homme, les poursuites pénales à l'encontre de l'ancien député Giannino Fabien, c'est la délégitimation de l'institution parlementaire et du pouvoir démocratique. C'est l'analyse du collectif des avocats pour les victimes des crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB. Pour Emmanuel Nkengurutse, qui s'est exprimé au nom du CAVIB, la Constitution protège le parlementaire en lui conférant le statut d'immunité pour ses opinions et votes émis au cours des travaux du Parlement. Suivez Maître Emmanuel Nkengurutse. Collectif des avocats pour les victimes des crimes de droit international, CAVIB, a mené une analyse, une petite étude à partir de la privation de liberté de l'honorable Fabien Giannino pour analyser les conséquences sur le régime démocratique au Burundi, parce que il est connu qu'il y a des valeurs fondatrices d'un régime démocratique. C'est notamment que le peuple, c'est le pouvoir du peuple qu'il exerce directement à travers ses représentants. Quand il agit par ses représentants, à savoir les députés et les sénateurs, ça devient une démocratie représentative. Et nous avons des principes de fonctionnement de ce pouvoir démocratique, dont la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, lorsque vous remettez en cause, les députés donc, bénéficient de l'immunité parlementaire. Ils jouissent de l'irresponsabilité judiciaire. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être poursuivis pour les opinions et les votes émis lors des travaux des assemblées du Parlement. C'est interdit. Et ça, c'est une immunité totale qu'on ne peut pas remettre en cause. Alors, si vous remettez en cause l'immunité
c'était protection. Vous remettez en cause la protection accordée au pouvoir délibérant, le pouvoir législatif. Et quand vous retirez cette protection, cela veut dire qu'il n'est plus indépendant et qu'il ne peut plus donc délibérer, il ne peut plus accomplir sa mission. Et en réalité, lorsque il n'accomplit plus sa mission, il devient inefficace. En réalité, on désactive le pouvoir du peuple, parce que le peuple exerce son pouvoir à travers ses représentants, notamment les députés. Et lorsque le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif n'est plus capable d'exercer sa mission, il se délégitime. Et cette délégitimation entraîne des délégitimations de tout le pouvoir d'État. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 386 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Modzendi et Gilles Harerimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Poursuivant ce journal sur la page politique, l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura a réouvert depuis dimanche dernier. Mais le premier avion ne s'y est posé que le lendemain, lundi à 8 h du matin. Il s'agissait d'un appareil de la compagnie Kenya Airways. La décision de réouvrir l'aéroport fait suite à la déclaration du gouvernement faisant état de la maîtrise de la pandémie de la Covid-2019. Le directeur de l'aviation civile, Emmanuel Habimana, a dit que tous les voyageurs sont tenus de respecter les règles de la prévention du coronavirus. L'aéroport avait été fermé au mois de mars cette année suite au premier cas positif de la Covid-19. Pour clore ce journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société qui revient aujourd'hui sur l'impunité qui a toujours caractériser les crimes commis contre les journalistes au Burundi. Une impunité qui continue jusqu'à nos jours. À la présentation, Thierry Bigindavi. Depuis l'an 2014, la date du 2 novembre est la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette journée a été adoptée par les Nations Unies en 2013, au lendemain de l'assassinat de 2 journalistes français, Ghislain Dupont et Claude Verlon, survenus au Mali le 2 novembre 2013. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO de l'année passée, au cours des 10 dernières années, en moyenne, un journaliste est tué tous les 4 jours et la quasi-totalité de ces crimes reste impunie. Ces crimes visant les professionnels des médias n'ont pas épargné ceux du Burundi. Est-ce que la justice burundaise aurait pu faire des enquêtes pour démasquer et traduire en justice les auteurs de ces crimes? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 7 novembre 2020. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. Bienvenue. Journalistes assassinés, les voix des sans-voix. Les journalistes du Burundi ont été victimes d'assassinats ciblés depuis longtemps. Les agents de l'État étaient soupçonnés à chaque fois d'être impliqués dans ces crimes. Bertrand Ngendakuriyo revient sur certains cas des journalistes tués au Burundi et les circonstances de leur assassinat. Les toutes premières victimes ont été les journalistes de la radio nationale en 1972. Une équipe de la radio nationale qui se rendait dans le sud du pays en reportage a été exterminée et calcinée dans le véhicule de service. Selon les anciens responsables de la radio nationale, ils ont été tués par les mouleristes qui sévissaient dans les provinces du sud du pays et qui s'en prenaient aux Tutsis. S'en est suivi une répression qui a coûté la vie à plusieurs journalistes autour de la radio nationale. On se rappellera de Damien Kayanda et Joseph Tafauti qui ont été tués par les services du pouvoir de l'époque. La guerre civile de 1993 qui a suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye a également porté des vies des journalistes de la radio-télévision nationale. Parmi ceux-ci, Pamphile Simbizi qui était rédacteur en chef, Alexis Wanyatuyaga, Deo Miburo et Edouard Makomanya,
Certains tués par les forces de l'ordre, d'autres par des groupes affiliés aux partis politiques. Plus récemment, en 2015, il y a le souvenir encore frais de l'assassinat du journaliste et caméraman à la radio-télévision nationale Christophe Ngezabahizi et du massacre de toute sa famille. Les auteurs de ce carnage ont été reconnus comme étant des agents de l'API, appui pour la protection des institutions. L'on ne peut pas oublier la disparition du journaliste Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu, introuvable depuis plus de 1500 jours. Un agent du service national des renseignements burundais, considéré comme l'un des principaux suspects dans cette disparition, a par après été aussi kidnappé et jusqu'à aujourd'hui, sa famille est sans nouvelles. Dans tous ces crimes, la justice burundaise n'a jamais mené d'enquête sérieuse. Pour Innocent Mozi, ancien directeur général de la radio-télévision nationale du Burundi, la justice burundaise n'était pas à mesure de traduire en justice les auteurs de ces crimes, étant donné qu'elle a toujours été sous le joug de l'exécutif et que les auteurs étaient des agents de l'État. Chaque être humain fait partie d'une chaîne humaine, la famille, les amis, les relations, là où il travaille. Et même le pouvoir public, le parquet peut se saisir quand il y a un meurtre. Il n'y a pas besoin que les gens commencent par aller porter. Quand il y a un mort, ça veut dire que ça concerne toute la société. À commencer par le parquet, qui doivent dire il y a un crime, on doit se saisir, on doit rendre justice à la victime. Mais maintenant, le problème n'est donc pas de savoir qui est-ce qui porte plainte. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on peut porter plainte et obtenir la justice ou pas. Et c'est ça le vrai problème. Depuis des décennies, les gens sont tués au Burundi sans que justice soit rendue. Les gens sont morts au vu aussi de tout le monde. Si c'est l'État qui tue, si c'est l'État qui enlève, si c'est l'État qui torture, si c'est l'État qui fait disparaître, où est-ce que vous pouvez aller porter plainte dans ce pays-là? Ce n'est pas possible. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de système judiciaire indépendant, aussi longtemps qu'il n'y a pas la sécurité physique pour tout le monde dans le pays, il n'y a aucune chance que les gens puissent obtenir justice. Donc ce n'est que quand le pays aura été doté d'institutions qui se préoccupent de la population, qui sont là pour rendre justice à la population, pour régler le problème de la société, comme il se doit, qu'on pourra avoir justice. Les gens se trompent énormément. Les gens croient que parce qu'ils portent l'uniforme de l'État, parce qu'ils portent des fonctions de l'État, parce qu'ils sont censés avoir du pouvoir, ils peuvent tuer qui ils veulent, ils peuvent torturer qui ils veulent, ils peuvent faire disparaître qui ils veulent, sans conséquence. Mais c'est une question de temps. Vous êtes dans ces positions aujourd'hui, mais demain, vous ne serez pas dans ces positions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si les gens qui font cela passaient leur temps à mettre des mines qui vont leur exploser dessus, sur leur chemin. Demain, ils ne seront plus dans cette affaire-là. Est-ce qu'ils seront tranquilles? C'est impossible d'être tranquille. Pour Ernest Sagaga, chef du département des droits de l'homme et de la protection des journalistes au sein de la Fédération internationale des journalistes FIJ, seule la volonté politique des États pourra mettre fin à ces crimes. Il s'agit donc d'une journée et d'une occasion, chaque année, de rappeler à tous les gouvernements, dont le Burundi bien entendu, qu'ils ont une obligation de protéger les journalistes qui travaillent dans leur pays et de les protéger en mettant en œuvre les sanctions prévues par les lois à la fois domestiques, mais également par le droit international. Par exemple, au Burundi, comme presque partout dans le monde, ce sont des pouvoirs en place qui sont accusés de commettre ces crimes. Est-ce qu'il est possible de sanctionner ces agents de l'État? Bien sûr qu'il est possible de sanctionner les agents de l'État, parce que les agents de l'État ne sont pas au-dessus des lois. Et d'ailleurs, raison pour laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté cette journée, c'est justement parce qu'ils sont conscients du fait que l'obligation principale de faire respecter l'ordre et la loi dans chaque pays incombe au gouvernement. Donc c'est une occasion de leur rappeler leur obligation vis-à-vis des citoyens, dont les journalistes. Donc c'est tout à fait possible, il est même désirable de faire en sorte que les agents de l'État qui commettent des actes de violence à l'encontre des journalistes soient également punis et même soient punis de façon exemplaire pour justement éviter que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir. Journalistes assassinés, les voix des sans-voix. Les professionnels des médias ont été victimes de violences de toutes sortes au Burundi. En 2015, ces violences ont été généralisées. La famille des journalistes était dans la ligne de mire du pouvoir. La famille des journalistes a été considérée comme l'ennemi numéro 1 du pouvoir et sera ainsi traitée
par les forces de l'ordre. 3 radios indépendantes, les plus écoutées à cette époque, à savoir Radio RPA, Isanganiro, Bonesha FM ainsi que la télévision Renaissance, ont été attaquées à l'arme lourde par le pouvoir. Elles ont été détruites et brûlées. Les journalistes qui ont pu échapper ont pris le chemin de l'exil avec leurs familles. La justice burundaise, au lieu de répondre aux cris d'alarme lancés par les organisations de journalistes, elle a plutôt sorti des mandats pour interpeller les responsables de ces médias. Merci beaucoup Thierry Biguilindavi. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.